sur bigmat.fr. Votre rendez-vous avec Bleu Provence, spécialiste de la salle de bain rétro. Bleu Provence, le rétro n'a jamais été aussi tendance. Édition spéciale sur BFM TV. Nous avons décisive des États-Unis sur l'Iran. Retour sur cette opération bien sûr, mais parce que nous serons aussi en direct dans un instant avec le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, qui devrait s'exprimer dans les toutes prochaines minutes depuis Bruxelles, juste avant son arrivée donc pour un échange avec ses homologues européens. Conseil des Affaires étrangères qui a donc été organisé en urgence à Bruxelles. 9h30, ce sera Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui devrait s'exprimer depuis Moscou, alors qu'il reçoit à Moscou le ministre iranien des Affaires étrangères. Et puis à 9h45, réunion en urgence de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Nous allons vivre tous ces événements et toutes ces déclarations en direct sur BFM TV. Avec vous, Yasmina Asrargis, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à la Fondation Jean Jaurès, vous êtes cofondatrice de l'Atlantic Middle East Forum, et avec vous, général Benoît Durieux, merci également de votre éclairage, ancien directeur de l'IHEDN, l'Institut des hautes études en défense nationale. Vous êtes aujourd'hui professeur associé à l'Université Panthéon-Assas et vous avez notamment dirigé le livre collectif Les Maîtres de la Stratégie de Sunzi à Warden. Et là, on est vraiment sur des maîtres de la stratégie. J'ai besoin de votre éclairage sur la stratégie qui a été mise en place pour ces frappes ultra secrètes qui ont impliqué 125 avions en tout, dont certains qui étaient partis vers l'ouest pour faire diversion. On y revient, mais je voudrais évidemment saluer, comme chaque jour, Laurent, Emmanuel, Géraldine et Stéphane pour être avec nous, bien sûr, pour cette édition spéciale. D'abord, je vais qu'on refasse le film, parce qu'on va en voir les conséquences dans un instant, avec ces déclarations très attendues du ministre des Affaires étrangères, des ministres des Affaires étrangères européennes, du ministre des Affaires étrangères russe et iranien, qui, je le rappelle, sont ensemble à Moscou aujourd'hui, et puis de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce film incroyable, 125 avions donc impliqués à largage de 14 de ces fameuses méga-bombes. D'abord, le voyage de ces avions, les fameux B-2, pour vous, général, pour vous qui êtes un spécialiste des stratégies, comment vous qualifieriez l'opération qui a eu lieu? Cette opération, je crois que personne ne peut nier que c'est un très beau succès militaire. C'est super d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, mais je pense que ça reste un succès tactique. Et vous me parlez de la stratégie, eh bien j'ai quand même du mal à voir, la stratégie. La stratégie, pour bien comprendre la différence, la tactique, c'est l'immédiateté. La stratégie, c'est le plan à long terme, c'est l'objectif. La tactique, c'est le combat, l'emploi des armes. La stratégie, c'est ce qui vise à transformer l'emploi des armes en résultat politique. Et la tactique, c'est toujours très tentant, surtout aujourd'hui. Parce qu'avec les chaînes d'information, on continue comme aujourd'hui, mais avec Twitter, etc., ça paye la tactique, ça se voit sur les écrans, c'est très bien. Mais la tactique sans la stratégie, généralement, c'est voué à l'échec. Et ce qui est quand même intéressant de constater, c'est parce qu'on parle, on s'interroge, aussi bien du côté d'ailleurs quand on observe la stratégie, les actions israéliennes que les actions américaines, sur l'objectif de ces frappes. Est-ce que c'est strictement de désarmer, de porter un coup au programme nucléaire? Est-ce que c'est regime change? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que jamais dans l'histoire, ça peut changer, mais des bombardements, des campagnes de bombardement stratégiques n'ont jamais permis de changer le régime. Et donc, est-ce que ça peut fonctionner aujourd'hui? Si c'est l'espoir, et c'est sans doute l'espoir d'un certain nombre de personnes de par le monde, est-ce que ça peut fonctionner? Je pense qu'il faut au minimum être prudent. Prudent, mais justement, vous évoquiez à l'instant le régime change, et c'est dans ces termes-là
que le président Donald Trump en a parlé cette nuit. Prenons tout de suite la direction des États-Unis. Nous sommes en direct alors que effectivement il est bientôt, donc merci Jeanne Daudet d'être en direct avec nous, parce que tout se passe à toute heure du jour et de la nuit en ce moment aux États-Unis et sur l'ensemble de la planète. Vous êtes donc arrivé à Washington. Ce message de cette nuit, signé Donald Trump, le président américain, qui se pose la question, je cite, de Make Iran Great Again, faire de l'Iran à nouveau un grand pays, sous-entendu un changement de régime, Jeanne. Il reprend en fait à son compte aussi le fameux Make America Great Again pour l'Iran. Vous avez raison en parlant de ce post sur le réseau Truth Social. Il était environ 23h heure française lorsqu'il a écrit ça. Il n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme changement de régime, mais si le régime iranien actuel n'est pas en mesure de rendre l'Iran à nouveau grand, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime, s'interroge Donald Trump donc sur ce réseau social. Alors, Donald Trump ne dit pas spécifiquement que les États-Unis vont s'impliquer dans un éventuel changement de régime, mais tout de même, il faut noter que ces déclarations du président américain tranchent avec les précédentes déclarations plus tôt dans cette journée de dimanche au sein même de son administration. J'en veux pour preuve les déclarations de J.D. Vance, le vice-président américain, qui indiquait un peu plus tôt: nous ne voulons pas d'un changement de régime, nous ne voulons pas faire traîner les choses, nous voulons mettre fin au programme nucléaire. Et le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, expliquait lui très clairement: cette mission n'était pas et n'a pas été un changement de régime. Donc c'est vrai que les propos du président américain ont quelque peu surpris ici aux États-Unis, au sein même de son camp républicain, où plusieurs voix s'élèvent contre les frappes américaines en Iran, même au sein, vous savez, de ces fameux MAGA, de ceux qui sont pro-Make America Great Again, certaines voix qui disent que finalement ce n'est pas le combat de l'Amérique, qu'il ne fallait pas intervenir en Iran. Merci Jeanne Daudet. Jeanne Daudet donc en direct au milieu de la nuit aux États-Unis depuis Washington. Stéphane. Alors, ce qu'il faut voir dans ce tweet, c'est que quand il dit ce n'est pas politiquement correct de parler de changement de régime, ce n'est pas politiquement correct pour le président Trump et sa base MAGA. Parce que depuis 10 ans, les guerres éternelles, c'en est fini de notre point de vue. Il faut d'ailleurs rappeler que les Iraniens ont parlé de conséquences éternelles. Alors, on cite le président d'une certaine façon. Je pense que c'est un écho très choisi. Et Donald Trump est en train de sonder, comme il l'a fait la semaine dernière, est-ce qu'on me suivra si d'aventure nous allions plus loin que ce que nous avons fait? Parce que c'est vrai, de son point de vue, c'est une opération de point de vue opérationnel, c'est une réussite totale. On a misé pile poil au centre, sans être capable de vraiment mesurer, en plein dans le mille, sans être capable franchement d'en mesurer toutes les conséquences et tous les dégâts. Oui, enfin en réalité, il faut quand même partir du principe qu'on est en temps de guerre et donc par hygiène mentale se dire que tout le monde ment. Ben oui. C'est même le cas dans toutes les guerres. Donc il ment quand il dit que les dégâts sont monumentaux, on n'en sait rien. Les Iraniens mentent quand ils disent non, finalement ça n'a pas endommagé autant que ça notre programme et on continuera. Il faut ni croire Donald Trump, maximise ou minimise. Mais évidemment. Sur la question du régime et du changement de régime, je voudrais vous entendre, Yasmina Asrargus. Cette question, elle est évidemment au centre des préoccupations. On a d'ailleurs vu une sorte de distinction, au moins rhétorique, dans le vocabulaire utilisé par Benjamin Netanyahou, qui ne parle plus de l'Iran, mais qui parle du régime. Ces mots, par exemple, hier soir de Benjamin Netanyahou: je n'ai aucun doute que le régime iranien cherche à nous éliminer. Il ne dit pas l'Iran cherche à nous éliminer. L'idée, c'est donc bien d'envisager, d'essayer de sortir ce régime. Est-ce que le moindre signe allant dans ce sens-là commence à être perceptible ou pas du tout? Alors en termes de sémantique, tout le monde emploie le terme régime effectivement pour dire que c'est un régime autoritaire, totalitaire et qu'on préférerait en gros négocier avec des... Qu'on n'a aucun problème avec l'Iran, qu'on a un problème avec ce régime. Avec ce régime et la nature de son gouvernement. Maintenant, ce qui est intéressant dans la rhétorique actuelle au sein du camp Trump, c'est que vous avez effectivement Trump qui dit c'est pas à nous de parler de regime change et de leur dire comment ils doivent se gouverner eux-mêmes. Marco Rubio, donc secrétaire d'État américain, disait très clairement nous ne souhaitons pas nécessairement, nous voulons négocier, donc nous ne souhaitons pas de changement de régime et c'est aux Iraniens eux-mêmes de décider s'ils le souhaitent. Et ensuite, vous avez le vice-président américain, donc Mike Spence, J.D. Vance, qui dit, lui, c'est aux Israéliens de décider. Quand on lui pose la question, quand les médias américains lui ont posé la question hier soir, il a dit, écoutez, c'est aux Israéliens de voir s'ils veulent aller jusqu'à assassiner l'imam Khamenei. Donc, la question du changement de régime,
elle est pour l'instant à Washington mise un peu de côté, et toute la stratégie de la magasphère, mais aussi de l'équipe rapprochée de Trump, c'est de dire notre priorité, c'était d'affaiblir le nucléaire iranien de plusieurs années. Et là où la difficulté va jouer, à mon avis, sur les prochaines heures, ça va être le croisement entre le renseignement israélien et le renseignement américain, parce qu'à date, les Israéliens pensent que le site de Natanz a effectivement été détruit en intégralité, mais qu'à Isfahan et Fordow, vous avez effectivement un impact très très fort, mais il est extrêmement difficile de dire ce qui se cache sous la montagne. Il y a, et c'est ce qu'Alain Bollard estimait tout à l'heure, un quatrième site. Donc sur lequel on a très peu d'informations. Est-ce que c'est parce que juste nous, on n'a pas d'informations, ou est-ce que c'est parce que les Israéliens eux-mêmes, malgré, on le voit bien, un maillage de services secrets très important, n'ont pas réussi à percer ce mystère suffisamment? Alors, le renseignement saoudien a identifié aucun risque nucléaire dans l'air dans la région du Golfe hier. Donc, toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir où est l'uranium enrichi. Parce que s'il y avait effectivement de l'uranium enrichi dans les zones qui ont été frappées, alors on pourrait chimiquement tester ça. Donc là, c'est la vraie question, effectivement. Et on a vu du mouvement autour de ces sites jeudi et vendredi, donc s'il y avait de l'uranium. Quand vous dites du mouvement, ce sont notamment des camions. Et avec cette question, en fait, on rappelle effectivement, et Alain Bollard l'expliquait tout à l'heure, que cet uranium enrichi, à proprement parler, ça tient dans 4 valises. Donc c'est effectivement une toute petite C'est 408 kilos d'uranium enrichi, donc à 60%, c'est énorme. Maintenant, il est enrichi à 60%. Il faudrait qu'il monte à 90%. Donc la question, elle est de savoir quid des centrifugeuses. Est-ce qu'ils ont pu déplacer ces centrifugeuses ou pas? Est-ce qu'elles ont été atteintes sous la montagne? C'est pas évident, hein, parce que les bombes lancées par les Américains creusent à 60 mètres, le site était à 80 mètres enfoui. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on a très peu d'informations. Et je propose que dans un instant, je vais vous interroger, Général, sur ce que pourrait être la riposte iranienne, sous quelle forme, la question du terrorisme, la question évidemment de ce qu'on appelle les bombes sales, mais précisément ce qu'annonce déjà l'Iran. On va le voir avec vous, Saviosh Ghazi. Saviosh Ghazi, merci de répondre à nos questions. Vous qui êtes le correspondant France 24 et RFI à Téhéran. Vous êtes, au moment où on se parle, à Téhéran. Cette question des annonces de l'Iran qui, notamment par la voix du porte-parole de l'armée iranienne, promet d'infliger de très lourdes conséquences aux États-Unis. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la riposte possible? Depuis ce matin, le ton monte effectivement côté des militaires iraniens. Il y a eu donc cette déclaration, mais aussi le chef d'état-major des forces armées qui est intervenu, également le chef de l'armée régulière, le commandant-chef de l'armée régulière, qui ont dit tous les trois que les États-Unis allaient payer un prix fort et que l'attaque américaine ouvrait les mains de l'Iran pour cibler les intérêts américains dans la région. Alors, quelle sera la réponse de l'Iran? On ne sait pas encore. Est-ce qu'il y aura une réponse et quelle sera la nature de l'éventuelle réponse? Est-ce que l'Iran va aller jusqu'à, par exemple, tenter de fermer le détroit d'Ormuz, ou alors, par exemple, frapper les intérêts américains dans la région? Il y a des bases américaines en Irak qui ont déjà été frappées par l'Iran après la mort du général Soleimani, qui avait été tué par une frappe déjà du temps durant le premier mandat du président Trump, qui avait été tué lors d'une frappe contre son cortège dans la ville de Bagdad, en Irak. À l'époque, l'Iran avait attaqué une base américaine en Irak. Et autre possibilité, c'est d'attaquer les bases américaines dans le Golfe Persique, par exemple au Qatar, à Bahreïn. Mais si l'Iran décide d'agir, une attaque contre des bases américaines en Irak serait plus simple parce que ça a été déjà fait. Et donc, ça ne remet pas en cause les relations entre l'Iran et les monarchies arabes du Golfe Persique. Donc, ça serait plus simple. Mais pour l'instant, il n'y a pas de décision. C'est le Conseil suprême de la sécurité nationale qui, en principe,
peut prendre une telle décision. Et donc ce conseil qui réunit les hauts responsables politiques et militaires du pays, mais les décisions du conseil doivent être avalisées par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui n'est pas intervenu depuis les frappes de la nuit dernière, donc plus de 30 heures maintenant. Donc il n'est pas intervenu ni dans un sens ni dans l'autre. Et donc il faudra attendre une décision de ce conseil et l'aval du guide suprême iranien. Merci beaucoup Savioche Ghazi, donc en direct de Téhéran. Vous êtes le correspondant France 24 et RFI en Iran. Général, lorsque l'on entend effectivement ces promesses de riposte, alors on rappelle que la dernière fois que des promesses de riposte avaient été faites, ça avait mis plusieurs jours, parce qu'effectivement il faut décider de quel type de riposte. Là pour le coup c'est de la stratégie aussi. Oui, en fait, on voit assez bien les types de... Je vous demande pardon, Général, vous me le direz après, parce que là, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui s'exprime. Nous sommes très préoccupés par le risque d'escalade qui pourrait être dévastatrice au Proche-Orient et avoir des conséquences très lourdes pour la stabilité du monde. C'est pourquoi nous appelons à la retenue, nous appelons à l'arrêt des frappes, nous appelons l'Iran à ne prendre aucune mesure susceptible d'aggraver encore une situation qui est d'ores et déjà extrêmement dégradée et qui pourrait avoir des conséquences très lourdes, y compris pour la France et pour l'Europe. Nous l'avons dit à de nombreuses reprises, le programme nucléaire iranien constitue un risque existentiel pour Israël, pour la région, mais aussi pour la France et pour l'Europe. Nous avons dit depuis de nombreux mois, de nombreuses années, que le programme balistique de l'Iran soulève lui aussi des risques significatifs pour la sécurité du territoire national, pour la sécurité de l'Europe. Nous avons dénoncé le soutien par l'Iran à des groupes terroristes qui ont contribué ces dernières années à déstabiliser le Proche-Orient. Et nous avons dénoncé avec beaucoup de force la détention arbitraire par l'Iran de nos compatriotes. Je peux avoir ce matin une pensée pour Jacques Paris et Cécile Collard, peut-être 3 ans, détenus dans des conditions indignes, assimilables. Et s'agissant du programme nucléaire, nous avons dit avec beaucoup de force également qu'il n'y a pas de solution durable à ce problème par la voie militaire, et que seule la négociation permettra durablement d'encadrer strictement le programme nucléaire iranien et d'apporter des réponses durables à ces questions, à ces problématiques existentielles pour Israël, pour la région et pour l'Europe. Nous le disons parce que nous en avons la conviction, instruite par les efforts engagés il y a 10 ans par les Européens qui ont abouti, c'est le seul exemple dont nous disposons, à un retour en arrière substantiel du programme nucléaire iranien. C'est l'Europe à l'époque qui avait mené ces efforts que les États-Unis ont rejoints avant, quelques années plus tard, de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien. Aujourd'hui, l'Europe peut apporter son expérience, sa compétence, sa connaissance fine de ces questions pour ouvrir un espace de négociation conduisant à un encadrement de ces activités déstabilisatives de l'Iran. C'est ce que nous avons démontré vendredi dernier à Genève avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, où nous avons ouvert un dialogue avec les autorités iraniennes, dialogue dont nous souhaitons qu'il puisse se poursuivre pour aboutir à un règlement définitif de ces questions et à une résolution par la négociation de ces problèmes qui touchent à notre propre sécurité. De la même manière, nous rejetons toute tentative d'organiser un changement de régime par la force. Nous croyons dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et nous faisons confiance au peuple iranien qui a résisté héroïquement contre le régime dont nous avons dénoncé les agissements pour disposer de son propre avenir, pour choisir par lui-même du moment et des circonstances de changer de régime. Il serait illusoire et dangereux de penser que par la force et par les bombes, on peut provoquer un tel changement. Je veux enfin, s'agissant de la situation en Iran, rappeler que la priorité du président de la République, celle du gouvernement, c'est la sécurité de nos ressortissants
États et de nos agents. J'ai accueilli hier soir 160 ressortissants français qui étaient en Israël et que nous avons ramené en France par un vol affrété. Un deuxième suivra aujourd'hui, un troisième mardi. En parallèle, avec le ministre des Armées, nous avons mobilisé des avions militaires dont le premier pourra, je l'espère, se poser dès aujourd'hui en Israël, contribuer à permettre aux ressortissants les plus fragiles en situation de vulnérabilité de regagner le territoire national. Et nous allons poursuivre ces efforts en explorant toutes les possibilités de manière à pouvoir permettre à chacune et à chacun d'avoir une solution adaptée à ses moyens et à ses capacités. Rien de tout cela ne nous fait oublier la situation à Gaza. Nous appelons un cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages du Hamas, à l'entrée sans limite de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, nous discuterons du rapport publié par la haute représentante de l'Union européenne sur le respect par Israël de l'accord d'association de Mali avec l'Union européenne. Ce constat établit clairement qu'Israël a violé l'accord qui touche au respect des droits de l'homme. Nous allons avoir une discussion sur ce rapport, sur ce constat. Il faudra tirer les conséquences lors du prochain Conseil des affaires étrangères. Dans ce contexte, nous restons déterminés à reconnaître l'État de Palestine dans un mouvement collectif impliquant l'ensemble des parties prenantes et visant à crédibiliser, à rendre possible la solution politique au conflit israélo-palestinien, une solution à deux États reposant sur des garanties données aux deux peuples et en particulier des garanties de sécurité données par l'ensemble des acteurs à Israël et la possibilité donnée au peuple palestinien de disposer de l'État auquel il aspire légitime. C'est dans ce contexte que nous préparons activement la conférence des Nations Unies co-présidée par la France et par l'Arabie Saoudite que nous avons dû reporter pour des raisons sécuritaires et logistiques. Évidemment, rien de tout cela ne nous fait oublier la situation. Jean-Noël Barrot que vous entendiez donc en direct de Bruxelles à son arrivée avant un échange avec ses homologues européens. Cette prise de parole donc alors que le Conseil des affaires étrangères européen a été ouvert. Risque, menace que représente l'Iran d'abord, exprimé par Jean-Noël Barrot, qui a estimé effectivement qu'il n'était pas question que l'Iran accède à la guerre, mais il n'y a pas de solution durable à ce problème par la seule voie militaire, a dit Jean-Noël Barrot, qui invite à nouveau à ce que la résolution se fasse sur la voie diplomatique. Il a précisé également, Jean-Noël Barrot, que l'Europe était prête à jouer tout son rôle. C'est ce qui ressortira peut-être du Conseil des affaires européennes. Il y a eu aussi une alerte de Jean-Noël Barrot à l'endroit d'une tentation de vouloir changer le régime par ces bombardements. Il est toujours illusoire et dangereux, disait Jean-Noël Barrot, de penser que par les bombes on peut changer de régime. Jean-Noël Barrot qui a également précisé qu'il n'était pas question pour autant d'oublier ce qu'il se passe à Gaza, où nous appelons encore, dit-il, à un cessez-le-feu et nous sommes déterminés à aller vers la reconnaissance de l'État palestinien. Jean-Noël Barrot qui a d'ailleurs précisé que ce haut sommet qui devait avoir un lieu pour pouvoir permettre justement d'avancer vers la reconnaissance d'un État palestinien n'était que déplacé pour des raisons en effet de sécurité et de crise immédiate avec l'Iran, mais que ce sommet aurait bien lieu. Voilà, donc on reviendra évidemment vers Jean-Noël Barrot si d'autres déclarations venaient à venir. Alors vous me pardonnerez, mais c'est l'expression tragique de l'impuissance européenne dans les circonstances, sinon celle de la France. Avec un rappel, la semaine dernière, il aurait dû avoir cette réunion aux Nations Unies co-présidée par l'Arabie Saoudite et la France sur la question de Gaza et de la reconnaissance éventuelle de la Palestine, d'autorité palestinienne, d'un État palestinien. Mais en l'occurrence, c'est surtout, on a vu ce qui s'est passé à Genève, avec le représentant iranien qui était face à ces... Enfin, on a vu ce qui ne s'est pas passé à Genève. Ah voilà, exactement. C'est presque ça. Ben oui, c'est-à-dire le sentiment d'impuissance de regarder passer des balles et les missiles. Et quelle a été la réponse, parce qu'on l'a entendu, de Trump en fin de journée, ça a été les Européens ne peuvent rien faire. Alors est-ce que c'est le prétexte que lui attendait pour déclencher une opération qui avait été organisée de longue main?
chose certaine, il donnait la mesure de la confiance qu'il a en les instances européennes. Et je vous rappelle simplement, pour ceux qui nous écoutent, que nous attendons d'une minute à l'autre le ministre des Affaires étrangères russe qui devrait s'exprimer depuis Moscou. Ce sera à suivre en direct. Sergueï Lavrov qui reçoit à Moscou le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Géraldine Laurent. C'est surtout l'échec finalement de la stratégie pour le coup européenne qui a prévalu ces dernières années, qui était celle de la diplomatie. C'est l'échec de la diplomatie. Et quand on entend les autorités françaises, pas seulement torpillées par Trump, je veux dire les négociations sur le programme nucléaire iranien, voilà, les Iraniens n'ont jamais respecté les termes de l'accord signé en 2015. Ils ont développé un programme secret et on a l'impression qu'ils oublient toutes les leçons de la guerre de Julien Franck. C'est l'ennemi qui vous désigne. Donc à partir du moment où l'Iran a décidé que l'Occident était son ennemi, il pourra dire ce qu'il veut. Nous le sommes, il l'est. Or, Téhéran est le berceau d'un djihad mondial. C'est dans la constitution de 1979. C'est un État terroriste. C'est d'ailleurs un État terroriste. Et d'ailleurs, c'est ça, et il le dit d'ailleurs très bien, Jean-Noël Barrot, la vraie inquiétude aujourd'hui n'est pas celui d'un embrasement régional et de conséquences catastrophiques en Iran, parce que l'Iran est désarmé, n'a plus les moyens, en tout cas, de ses ambitions tragiques. Par contre, il lui reste le terrorisme. Et je vous précise par ailleurs qu'à l'instant, nous apprenons que de nouvelles sirènes sont en train de retentir dans le... Des nouvelles sirènes, vous avez entendu. Israélien. Nous serons en direct tout à l'heure avec notre envoyé spécial qui est en ce moment même, au moment où on se parle, en train de se mettre à l'abri, dans un abri depuis lequel elle pourra nous donner des informations dans un instant. Général Benoît Durieux, je vous voyais réagir. Oui, moi je pense que si on se penche sur les intérêts français, alors évidemment on peut craindre des attentats, etc. Mais la France, c'est un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. La charte des Nations Unies, aussi fragilisée soit-elle, et ce siège, c'est peut-être un des atouts stratégiques majeurs français. Et si on le fragilise, si on n'en tient plus compte, là j'ai noté que, si vous voulez, avant le Kosovo, avant la Libye, même avant l'Afghanistan, les États-Unis avaient au moins cherché un semblant de l'égalité internationale. Là, il n'y a eu rien du tout. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème pour la France, beaucoup plus que, excusez-moi, mais de se demander si l'Iran est un régime de bad guy. Oui, j'aime pas l'Iran, c'est haïssable comme régime. Et so what? Et quelle est la légalité de leur programme nucléaire? Mais si on commence à faire la guerre à tous ceux qui à respecter sont... le droit et puis contre ceux qui ne respectent pas, il faut rien faire. Mais l'ont fait les Indiens. Si on fait la guerre à tous ceux qui sont pas... Général le traité. Si on commence à faire la guerre à tous ceux qui ne sont pas dans la légalité internationale, on a du boulot devant nous. Et donc voilà, alors après vous posiez tout à l'heure la question de savoir ce que l'Iran pouvait faire. Tactiquement, encore une fois, on le voit assez bien, ça a été évoqué par la personne qui était en direct, ça peut être soit des frappes balistiques contre des intérêts américains et israéliens, mais américains, soit directement, soit par le fait des proxys. Ça peut être effectivement une action au détroit d'Ormuz, ou ça peut être des actions terroristes, pourquoi pas dans la profondeur du territoire américain. Mais je pense que là, stratégiquement, les Iraniens vont devoir à la fois faire quelque chose de manière symbolique pour montrer à la fois à leur population et à leur soutien qu'ils ne sont pas complètement impuissants. Ça, ils vont faire quelque chose, mais en tout cas, parce qu'ils auraient intérêt à faire quelque chose de symbolique. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'ils doivent stratégiquement éviter, à mon avis, c'est rendre facile aux États-Unis un consensus sur une intervention beaucoup plus massive aux États-Unis, et ça on voit que c'est pas réuni pour l'instant, donc ils n'ont pas intérêt à créer ce consensus. Et le deuxième point, c'est je dirais, une sorte de stratégie fabienne pour les spécialistes des guerres puniques, en tout cas de laisser Israël poursuivre dans une stratégie dont on a vu et qu'elle était quand même pas très claire, et donc finalement attendre et dire so what. Ça veut dire mettre Israël face à une forme de contradiction qui est, au fond, vous disiez que votre objectif c'était de supprimer les capacités nucléaires, c'est quasiment fait,
et pourtant vous poursuivez. Je reviens sur ce qu'on dit, c'est facile, hein, et j'en fais partie. On peut se moquer de ce qu'on vient d'entendre dans la voix de Jean-Noël Barrot. C'est vrai que c'est difficile de C'est pas camoufler. compliqué que de constater Je vais finir ma phrase. C'est vrai que c'est difficile de camoufler un camouflet. Mais la vérité, c'est que la diplomatie... Laurent, je vous arrête parce que Clémence Dibou, qui était en train de se mettre à l'abri, vient de nous appeler. Clémence, je voudrais tout de suite qu'on puisse vous donner la parole parce que les sirènes ont à nouveau retenti donc dans le nord d'Israël. Quelles sont les dernières infos dont vous disposez? Pauline, vous arrivez pile au moment d'une alerte. En fait, là, les abris qui sont dans les rues, qui sont exceptionnellement ouverts, qui montrent bien la tension qu'il y a en ce moment en Israël, viennent de se remplir parce qu'on vient de recevoir un message d'alerte qu'il faut se mettre à l'abri parce que impact de missiles imminent, 90 secondes pour aller se mettre à l'abri. Alors on ne va pas aller complètement avec les gens parce que l'abri est sécurisé complètement. Donc du coup ça coupe la connexion, mais vous voyez ça s'est rempli à une vitesse grand V parce que dans ce quartier du sud de Tel Aviv, il n'y a pas beaucoup d'habitations qui ont des abris. Donc il y a des alarmes un peu partout, ça s'est rempli. Il y a une personne de la municipalité qui est venue avec un mégaphone pour donner des instructions. Il y a là des familles qui viennent s'abriter le temps de l'alarme parce qu'on a entendu effectivement qu'il y avait des missiles qui pouvaient arriver notamment au nord, à Haïfa, et ici à Tel Aviv où nous nous trouvons. Alors on vous enverra tout à l'heure des images pour vous montrer comment c'est à l'intérieur, parce que je vous dis, ça capte pas parce que les murs sont trop épais, mais il y a un monde assez important qui vient de se réfugier ici. Si jamais ça castagne trop, si jamais il y a beaucoup trop d'impact, on peut même fermer les portes derrière nous, et c'est de là, au-dessus de nous, eh bien, qu'il y aura des interceptions ou pas du dôme de fer de ces missiles iraniens, et vous voyez ces populations qui essayent de se protéger en direct. Clémence, est-ce qu'ils craignent, tous ceux avec qui vous avez pu échanger, une intensification de ces bombardements? Oui, en fait, à la base, on ne venait pas forcément pour s'abriter, nous, ici, avec Tom Beck dans ce tournage. On voulait vous montrer, justement, ces abris de rue qui ne sont ouverts qu'en cas de grand danger, qu'en cas de menace. D'habitude, en Israël, bien qu'il y ait des roquettes assez régulièrement, ces abris ne sont pas ouverts. Ils sont ouverts exceptionnellement depuis 2 jours face à la menace de missiles iraniens pour vous montrer que la population israélienne reste en tension. C'est vrai que la nuit a été assez calme. Ici, on a eu une alarme aux alentours de 3 heures du matin. Je commence à entendre les bruits des interceptions. On va peut-être redescendre un petit peu avec Tom Beck. Vous allez me dire si ça coupe ou pas la connexion. La nuit a été plutôt calme pour les habitants israéliens qui se sont réveillés par une alarme à 3 heures du matin. Il va y avoir des missiles. Ça n'a pas fait de dégâts, mais la vie reste sous tension. Par exemple, les enfants n'ont pas école. Le télétravail est recommandé, ou encore, il est recommandé de rester près des abris qui sont manifestement ouverts. Il y a des gares qui ont été réaffectées. Il y a des stations de métro qui sont spécialement ouvertes pour que les gens viennent plus s'abriter, parce qu'il y a cette menace permanente de missiles iraniens que vous voyez en ce moment. Merci Clémence, et allez vous mettre tout de suite à l'abri. Clémence Dibou qui nous fait donc vivre ça en direct. Clémence qui est donc avec Tom Beck et qui rentre donc dans cet abri. Vous voyez ces visages effectivement à la fois inquiets et presque résignés désormais avec ses habitudes d'aller dans ces abris. Les vivre en direct et vraiment avec eux dans ces abris, c'est assez inouï. Merci particulièrement Clémence, et évidemment revenez ensuite lorsque l'on l'espère l'alerte sera passée. Pardon, Général, vous étiez en train effectivement de parler de cette question de la riposte et on le vit en direct, j'allais dire, qui doit être mesurée. C'est-à-dire que l'Iran n'a pas non plus intérêt à créer elle-même les conditions d'une escalade. Oui, je pense qu'en effet, l'Iran, encore une fois, n'a pas intérêt à ce que les États-Unis interviennent massivement, et donc c'est ce que vous disiez, à jouer probablement sur le débat qui existe aux États-Unis sur ce sujet, et puis peut-être quand même à intérêt, le temps est probablement plutôt du côté iranien. Et donc, a probablement intérêt à mesurer une réponse pour que symboliquement ça soit acceptable. Et ensuite, comme vous le suggériez, mettre la stratégie israélienne face à ces contradictions. Est-ce que c'est uniquement le programme nucléaire ou bien est-ce que ça va beaucoup plus loin? Et cette réplique, elle est peut-être coordonnée aussi avec les Russes. Je vous rappelle qu'on attend d'une minute à l'autre la déclaration de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui accueille à Moscou le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Nous vivrons cela en direct donc dans les minutes qui viennent. Yasmina Asrangis, est-ce que la population iranienne, est-ce qu'on arrive à avoir un lien aujourd'hui? On sait qu'il y a eu des difficultés de connexion, elles semblent être à nouveau légèrement meilleures. Est-ce qu'on arrive à savoir aussi comment réagit aujourd'hui la population iranienne? Alors, il est compliqué effectivement de dire très clairement comment est-ce que la population se positionne, même par rapport aux tirs
Vous avez certaines personnes qui vous disent attention, ça peut aller jusqu'à l'humiliation du régime d'attaquer la science et le cœur de ce que l'Iran aurait produit ces dernières années. Vous avez également un front d'opposants qui s'organise méticuleusement, notamment aux États-Unis, avec une envie de revoir le prince héritier, le Shah Reza Pahlavi, revenir avec sa famille. Et donc tout ça est assez coordonné à Washington, et les dernières déclarations donc le fils du Shah étaient allées dans ce sens, en disant notamment que certains courants militaires iraniens faisaient défection, et l'appelaient pour, notamment les Basséji, l'appelaient pour essayer de rejoindre ses rangs. Maintenant, la question qui se pose du côté du régime actuel, ça va être soit effectivement la riposte, soit d'accepter ce que Donald Trump veut d'eux, à savoir revenir à la table des négociations. Il faut savoir juste peut-être revenir sur la séquence de mardi-mercredi, parce que mardi-mercredi, le président Trump ne savait pas exactement s'il allait vers cette attaque ou non. On sait que mercredi, il a appelé Benjamin Netanyahu pour lui dire « Écoutez, je pense que je vais aller vers cette attaque, que pouvez-vous faire pour les États-Unis ?» Et là, il y a eu une énorme coopération sur le plan aérien, où les Israéliens dans le sud de l'Iran ont évacué, si vous voulez, les airs pour que les Américains puissent rentrer de manière apaisée sur le sol. Dans cette opération, avec ces 125 avions qui ont été concertés, Safiya Ghazi, tout à l'heure, depuis Téhéran, nous expliquait également que le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, n'avait pas pris la parole depuis les frappes, donc depuis 30 heures maintenant. On dit qu'il se cache dans un bunker, qu'il ne communiquerait qu'avec une seule personne de confiance, et uniquement par oral, aucune trace écrite, aucun moyen de communication évidemment. Il a perdu toute communication numérique, c'est ce qu'on dit aussi. Alors, ce qu'on sait, c'est effectivement qu'il est caché dans un bunker. Maintenant, il a un certain nombre de relais avec des messages très très clairs, dont le ministre des Affaires étrangères qui était à Genève, qui a été convoqué par ailleurs par les Américains jeudi pour se rendre à Istanbul, et ils ne se sont pas rendus à Istanbul. C'est la raison invoquée par Donald Trump pour attaquer samedi par ailleurs. Donc, il sort son cours de golf pour aller assister aux bombes, mais jusqu'au dernier moment, les militaires autour de lui disaient « Est-ce que vous voulez le faire, monsieur le président ?» Et il a attendu la dernière minute, et donc le fait que les ministres et les ambassadeurs iraniens ont préféré tenter l'option européenne et non pas se rendre à Istanbul comme les Américains le demandaient. Et aujourd'hui, vous avez effectivement cette tentative d'aller en Russie. Alors les Américains sont assez clairs là-dessus. Ils disent « Écoutez, les Russes achètent des drones des Iraniens, donc ils vont accepter la bilatérale, mais rien n'en sortira de très... Les Américains n'attendent rien de cette rencontre qu'on va vivre en direct, puisque, je le rappelle, le ministre russe s'apprête à accueillir le ministre iranien. Et à ce jour, les Russes disent les Iraniens ne nous ont rien demandé. Alors on verra au sortir de cette rencontre si c'est le cas. Et dans la séquence, on suppose qu'avec la Turquie, les États-Unis ont tenté la semaine dernière d'avoir une communication directe avec Khamenei, et que ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'il était aux abonnés absents. Bunkerisé peut-être, ça ressemble étrangement au modus operandi de Ben Laden dans les dernières années de sa vie, sinon que ce n'est pas exactement les mêmes enjeux. Mais pour les États-Unis, je crois que jusqu'à la dernière minute, on a tenté la communication pour, à minima, dire il y avait un dialogue, et à partir du moment où c'est impossible de maintenir cette fiction. En attendant les déclarations des ministres des Affaires étrangères russes et iraniens, Emmanuel, je voudrais quand même qu'on évoque avec vous aussi la question du détroit d'Ormuz. Le Parlement iranien a donc voté hier la possibilité de bloquer ce détroit d'Ormuz, c'est-à-dire ce petit passage par lequel transitent 20% du pétrole et 25% du gaz liquide. Alain Boer tout à l'heure disait au fond, c'est même plus la question de le fermer ou pas, puisque de toute façon une partie des transporteurs mondiaux s'en détournent spontanément parce qu'ils redoutent déjà, non pas seulement la fermeture, mais tout simplement le danger. Les images qu'on voit là, ces images, ce sont les bateaux qui circulent dans le détroit d'Ormuz. Et effectivement, le détroit, c'est vraiment ce tout petit coude que l'on voit, et c'est l'endroit le plus étroit. Non mais c'est un cas très spécifique. Il ne faut pas confondre le détroit d'Ormuz avec les détroits type Malacca, etc., où ce sont des détroits qui sont un point de passage sur des grandes routes commerciales. Malacca, c'est entre l'Asie et l'Europe, etc.
détroit d'Ormuz, c'est quelque chose de très spécifique, c'est un goulot d'étranglement. Pourquoi? Parce que le golfe Persique, c'est un cul-de-sac, en fait. Et autour du golfe Persique, vous avez beaucoup de pays producteurs de pétrole. Et donc c'est de là que partent, en fait, Voilà. c'est un point de départ. Ce qui inquiète, c'est qu'on n'a peut-être qu'un seul pays, l'Iran, qui est aujourd'hui en conflit. Rappelez-vous, 73, c'est tous les pays arabes producteurs de pétrole qui s'organisent ensemble pour organiser un rationnement du pétrole. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Sauf que là, même si physiquement, ces pays autour du Golfe ne veulent pas participer d'une façon ou d'une autre aux restrictions de pétrole, si leurs cargos ne peuvent pas passer, donc effectivement, c'est un point stratégique sur 20%. Alors c'est 20% de la production mondiale, mais c'est 30% du commerce mondial de pétrole, parce qu'il y a une partie du pétrole qui va exporter, qui est toujours consommé sur place, c'est 25% du gaz. Ce qui est compliqué, c'est que le gaz va plutôt vers l'Europe et que le pétrole va plutôt vers la Chine, et qu'effectivement... C'est d'ailleurs la question, c'est-à-dire qu'on voit que Donald Trump utilise aussi ces arguments-là, notamment vis-à-vis de la Chine. Autant là, la Russie semble être prête à se mettre en scène avec le ministre des Affaires étrangères iranien, autant la Chine, pour l'instant, reste assez silencieuse. Tout à fait. Juste sur le détroit d'Ormuz, c'est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on entend. Là, il ne peut pas décider tout seul de bloquer le détroit. Ils ne sont pas les seuls à le contrôler. Il y a aussi le sultanat d'Oman qui est de l'autre côté. Et finalement, une action dans ce détroit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Éventuellement le miner. Oui, mais ça pourrait être perçu comme un acte de guerre vis-à-vis des pays riverains. C'est beaucoup plus compliqué Voilà, donc je pense que là, on joue peut-être un petit peu à se faire peur avec le détroit d'Ormuz. Par ailleurs, et c'est l'autre raison que vous évoquez pour laquelle, pour l'instant, le scénario d'un embrasement régional est assez peu probable, c'est que pour qu'il y ait embrasement, il faut qu'il y ait deux camps antagonistes constitués. Le camp occidental d'un côté, Israël, États-Unis, et de l'autre, l'Iran et les États alliés. Il n'y a pas d'État allié. Il n'y a plus d'État allié. Ça, c'est la nouveauté de géopolitique qui suit ces frappes israéliennes. L'Iran était hier puissant avec des alliés forts, Chine, Russie, des proxys terroristes très actifs. Aujourd'hui, le roi est nu. La question de la manière dont pourrait se produire une sorte de, quand on dit fermeture du détroit d'Ormuz, vous avez parfaitement raison, c'est pas comme s'ils allaient faire une sorte de grande barrière ou qu'ils allaient tirer une grande ligne au milieu de la mer. Non, évidemment, il n'en est pas question, ce sont des questions peut-être de miner, de fermer, d'empêcher. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Wall Street Journal, notamment nos confrères américains, parlent déjà d'opérations étranges, au minimum, dans la région, de GPS brouillés, de bateaux qui tentent de passer mais qui ne peuvent plus véritablement se diriger. C'est ce qui aurait causé, d'ailleurs, on a vu en milieu de semaine dernière, des bateaux qui sont entrés en collision les uns avec les autres. Il ne s'agissait pas vraisemblablement de bombes ou d'attentats, mais plutôt d'un brouillage des GPS qui a eu comme conséquence, donc voilà déjà ce qui s'y passe. Général. Non, c'est très difficile de savoir ce qui pourrait se passer, mais je crois que si l'Iran décidait de bloquer le détroit, ce qui je suis tout à fait d'accord et pas forcément le plus plausible, en fait, il suffit quasiment qu'ils disent qu'ils bloquent le détroit et ensuite une ou deux batteries de missiles. Il n'y a plus de marine C'est vrai pour que tous les bateaux s'en détournent. De la terre. Tous les bateaux et voilà, et de toute façon, les armateurs vont arrêter, c'est tout. Donc, je pense que c'est... Yasmine Assarbus. Peut-être sur ce point, rappeler qu'effectivement, on n'est pas dans les années 70-80. Aujourd'hui, les prix de l'OPEC et le prix du baril est contrôlé par principalement les pays du Golfe. Et donc, nous, en Europe, en réalité, on n'a pas un risque énorme d'inflation des prix. En revanche, par rapport à nos bateaux qui quittent l'Europe ou les États-Unis pour aller de l'autre côté, là, il va falloir changer un peu les routes et certains bateaux passent déjà par le cap de Bonne-Espérance pour effectivement éviter ce petit poids. Maintenant, sur la question d'Ormuz, là où vous avez raison, c'est que peut-être que les Américains n'attaqueront pas, les Iraniens n'attaqueront pas directement des bases iraniennes. En revanche, ce qu'ils peuvent tout à fait faire, c'est de passer par le proxy outil afin d'organiser, d'orchestrer un sabotage du commerce maritime dans la région. Donc ça, c'est une réponse qu'on peut tout à fait voir et qui serait du sabotage commercial. Pour le moment, les acteurs de l'économie mondiale n'achètent aucun des scénarios catastrophes. Donc on vous
regardez les prix du pétrole, on est sur des hausses qui sont relativement modérées. Voilà. Quand vous regardez les marchés boursiers, on est sur des baisses qui sont relativement modérées. Si vous regardez sur les deux sujets, sur le pétrole, l'impact de la guerre en Ukraine avait été beaucoup plus fort. Et sur les bourses mondiales, l'impact des droits de douane de Donald Trump avait été aussi beaucoup plus fort. Donc pour le moment, personne aujourd'hui ne croit vraiment au scénario catastrophe. Et je précise qu'il s'agit environ effectivement de 55 km à l'endroit le plus étroit. Donc quand on regarde vraiment sur ces images et sur cette carte... Et encore une fois, le pétrole et les gaz, il n'y a pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. C'est pas, encore une fois, c'est pas la mer Rouge, c'est pas le canal de Suez, c'est pas le canal de Panama, c'est pas le commerce mondial dans son ensemble qui est perturbé. Donc vous voyez effectivement ce détroit, il fait 212 km de long et à l'endroit le plus étroit, c'est 55 km de largeur, Stéphane. Et la capacité de réplique des Iraniens, parce qu'on a effectivement consacré beaucoup d'énergie au détroit d'Ormuz, mais la capacité des Iraniens de répondre est multiple. On a vu par exemple les Israéliens qui avaient réussi à infiltrer des drones dans le territoire iranien pour déclencher une attaque surprise le 13. On a vu les Ukrainiens employer le même modus operandi il y a quelques semaines lorsqu'ils se sont attaqués à des bases aériennes russes et dans le territoire très profondément. Pourquoi penser aujourd'hui, sinon je suis d'accord avec le général, les Iraniens n'ont pas intérêt à provoquer inutilement les Américains, mais des cellules dormantes qui seraient aux États-Unis capables, par exemple, de frapper une base militaire, c'est facilement imaginable aujourd'hui et c'est à leur portée. Et les Américains l'ont constaté au cours des dernières semaines, des derniers mois, ils sont incapables de sanctuariser ces installations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du terrorisme? Oui. Du terrorisme, et là, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Jean-Noël Barrot. Ce risque-là, il faut le prendre extrêmement au sérieux. Depuis 46 ans maintenant, la République islamique d'Iran a installé dans les pays occidentaux des réseaux d'influence, des relais dont qu'elle se targue de pouvoir activer quasiment à tout moment. On le voit d'ailleurs dans les manifestations en France où on a distribué quasiment jour au lendemain en France des drapeaux de régime islamique. On parle de 30 000 agents possiblement aux États-Unis, plusieurs centaines en France, en Allemagne. La France a quand même été le théâtre d'attentats fomentés par l'Iran dans les années 80, des attentats meurtriers. Donc oui, ce risque, c'est le premier risque qui vise en tout cas la France aujourd'hui et sur lesquels d'ailleurs travaillent et sont très mobilisés les services de renseignement. Général Benoît Durieux, tout à l'heure, Lamboire disait au fond pour l'Iran, il n'y a pas de frontière entre ce qui relève du militaire et ce qui relève du terrorisme. Ça, c'est la définition de ce qu'on appelle les États voyous, en quelque sorte, c'est-à-dire que d'une manière, pour le coup, assez institutionnalisée, le moyen terroriste est un moyen armé. Oui, alors c'est vrai, on a souvent pu dire par exemple que le terrorisme, les acteurs, c'était une sorte de bombardement stratégique du pauvre, ce genre de choses, mais en réalité, ça dépend ce qu'on entend par terrorisme. Entre un attentat au métro Saint-Michel à Paris le 11 septembre, et puis les attaques du Hamas, et puis ce qui se passe au Sahel, on voit bien que ce sont des réalités qui sont en réalité complètement différentes. Et moi je me méfie toujours quand même des théories qui consistent à tout brouiller en disant il y a un continuum de tout, depuis la guerre nucléaire jusqu'au terrorisme. Au contraire, je crois que quand on veut faire des analyses précises, il faut bien distinguer ce dont on parle. On parlait tout de suite, là, vous pointiez du doigt le risque terroriste pour la France. Oui, je crois qu'il existe. Après, encore une fois, si on regarde les intérêts français dans cette crise et qu'on dézoome un petit peu, et puisque vous attendez l'intervention du ministre russe, là aussi, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact géopolitique de tout ça. Et aujourd'hui, si on regarde le point russe, les Russes, à la fois probablement s'inquiètent de voir que l'Iran, qui était quand même leur relais d'appui dans la région, est fortement affaibli, c'est certain, mais en même temps, ils doivent se féliciter que l'attention vers l'Ukraine et les efforts des Occidentaux se tourner éventuellement vers autre chose. Et donc là, il y a quand même quelque chose qui est... Une sorte de partage. Voilà. Et nous, la France, encore une fois... vous êtes inquiet, Général, cette question peut paraître extrêmement naïve, mais est-ce que globalement, vous êtes inquiet, pas seulement pour ce qui se passe là, mais pour une vraie déstabilisation, pour une nouvelle ère dans le monde? Oui, je crois que c'est incontestable. Moi, j'ai passé 39 ans dans l'armée française. Si je regarde ce qui s'est passé quand j'étais jeune lieutenant et ce qui se passe aujourd'hui, c'est évidemment sans comparaison. Et aujourd'hui, on voit bien que, encore une fois, la
réaction américaine le montre, que plus personne, en tout cas les États-Unis, ne prennent plus soin de trouver un semblant de l'égalité internationale. Et donc, le fait que la guerre redevienne un moyen normal, alors on le cache, on dit, les États-Unis disent que c'est pas la guerre, Vladimir Poutine dit que c'est une opération militaire spéciale, etc. Mais en réalité, c'est quand même ça. C'est pour ça que les diplomates sont perdus. Le traité de prolifération, il a été déchiré une première fois par les Américains. Aujourd'hui, les Iraniens font comme s'il n'existait plus. On ne parle pas de guerre, on bombarde, mais on dit surtout c'est pas une guerre. Vous citiez Poutine. Pour la France et pour l'Europe, je pense que le risque majeur aujourd'hui, malgré tout, ça reste le risque russe et les conséquences. Même Donald Trump a quand même déclenché des frappes sans en informer le Congrès. Même la guerre préventive israélienne s'est déclarée sans qu'on en parle à l'ONU. La coopération et le multilatéralisme qu'on a connu notamment après la chute du mur de Berlin, quand on a fait l'OMC, etc., c'est terminé. On est dans une ère de confrontation majeure avec des dirigeants autoritaires. Je rappelle qu'il y a plus de régimes autoritaires que de démocratie dans le monde aujourd'hui. C'est une réalité avec laquelle nos diplomates vont devoir. Petite précision, la dernière fois que les Américains ont officiellement déclaré la guerre, c'était en 1942. Donc c'est pas tout à fait nouveau. Oui, depuis, il n'y a pas officiellement, en effet... les Américains se sont dotés d'une autorisation à employer l'armée, les moyens militaires. Mais déclarer la guerre à un adversaire depuis 1942, c'est jamais arrivé. Il n'y a pas la guerre, vous l'avez dit, il n'y a pas de guerre. Évidemment. De quoi C'est que dans nos têtes. Merci à chacun d'entre vous et merci particulièrement évidemment à vous, Général Benoît Durieux. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Yasmina Asrarbis, merci également. Vous êtes chercheuse à la Fondation Jean Jaurès. À suivre sur BFM TV cette déclaration qui ne devrait tarder du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui s'apprête à accueillir à Moscou le ministre iranien des Affaires étrangères. À demain.